Hervé Vatican, je vous laisse la parole. Donc, je rappelle que vous allez nous parler de la façon dont on peut développer nos talents en vue du bien commun. Oui, un vaste sujet. Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, tout d'abord un grand merci, Madame la Présidente, de m'avoir permis de m'exprimer devant cette Assemblée au travers de ce colloque. Alors, c'est un témoignage que je vais apporter, hein, puisque vous me l'avez demandé. Il y a effectivement, au travers de mon parcours professionnel, qui est une grande partie, évidemment, je vais le dire en 2-3 mots, hein, consacrée à l'institution militaire, puisque j'ai été pendant 38 ans au sein des armées françaises, dans l'armée de terre, et plus particulièrement dans les chasseurs alpins. Et puis, ces dernières années, comme DRH du groupe ADP, Aéroport de Paris, et tout dernièrement, cette année, enfin l'année dernière, pardon, comme DRH du groupe Orpea, pour une mission de management de transition. Voilà, donc un parcours un petit peu varié, mais avec des points communs, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, ce témoignage, effectivement, beaucoup de publications ont été faites au cours des siècles, bien évidemment, sur cette thématique des talents, du bien commun, etc. Donc, très modestement, je me placerai en tant que dirigeant ou personne en charge de responsabilité de management, hein, pour vous donner un petit peu ma réflexion et ma vision sur ce sujet, qui est pour moi donc un impératif à la fois pour eux-mêmes, pour les dirigeants bien sûr, mais également pour l'institution ou les entreprises dans lesquelles j'ai pu servir. Pour moi, à contrario, ne pas chercher à développer les talents de ses collaborateurs est une erreur et pour moi une faute grave, à la fois sur le plan du collectif, bien sûr, mais aussi de la performance de l'entreprise, mais également, enfin, sur un plan purement managérial, traduisant, et je le pense vraiment très sincèrement, une forme de suffisance à l'égard de ces N-1, réserver le talent dans l'action à soi-même ou à une petite élite, est pour ma part assez consternant. Et pourtant, malheureusement, je suis certain que parmi vous, vous avez pu en faire le constat au travers de vos parcours professionnels. La liste serait longue si l'on voulait aborder les différentes typologies de talents. Je me limiterai donc au talent de leadership, de l'entreprenant, le talent performant, celui qui révèle une aptitude et des capacités singulières en produisant un résultat exceptionnel ou en apportant une forte valeur ajoutée à son entreprise. À cet égard, je me souviens d'une phrase pleine de sens de Madame Mélanie Lévy-Thiebaud, une des rares chefs d'orchestre françaises que j'ai rencontrée récemment, et qui expliquait sa perception d'un bon chef et de la manière de manager les différents talents exprimés au sein d'un orchestre. Je la cite, « Un bon chef, c'est un chef qui révèle les autres, c'est quelqu'un qui ne veut pas diriger, mais qui révèle l'autre sans rien dire, qui permet à chaque talent de prendre des risques, mais sans rien dire, et qu'il est au final le bienvenu dans ces risques. » Je crois que vraiment tout est dit dans cette notion de chef. Ce chef serait donc ce révélateur de talent et catalyseur de potentiel, sachant structurer, bien sûr, dans le cas de l'orchestre, ces différents talents en vue d'un bien commun qui est celui d'une interprétation la plus fidèle possible et bien sûr à la hauteur de ce qu'aurait souhaité le compositeur. Développer le ou les talents de ses collaborateurs n'est en réalité pas un choix personnel ou d'entreprise, c'est tout simplement une nécessité, une exigence, même de performance collective. Je n'aborderai pas la signification du bien commun qui constitue l'un des fondamentaux de la pensée sociale de l'Église. D'autres que moi, ici présents, sont beaucoup plus amènes d'en parler. Je me limiterai à ma perception du bien commun rattaché au monde de l'entreprise ou d'un secteur d'activité, ce qui ne minimise en rien la notion du bien commun lié aux droits humains, à la solidarité, à la charité ou encore à la valeur de l'équité. Le bien commun, au singulier comme au pluriel, se décline évidemment différemment selon les secteurs d'activité ou les types d'entreprises auxquels il se rattache. À mon sens, le bien commun ne peut être confondu avec l'intérêt général. Sa portée me semble bien supérieure, même si l'on pourrait tenter de le qualifier ainsi. Il faut, de mon point de vue, repenser l'entreprise dans la recherche du bien commun et mettre l'humain au cœur de sa raison d'être, on en a un petit peu parlé
hier et ce matin, en intégrant le rôle d'une entreprise comme acteur de progrès dans toutes ses dimensions, sociales, économiques et technologiques. Le bien commun, c'est fondamentalement le projet d'entreprise porté par un collectif. Il doit donc être clairement défini par le dirigeant pour être compris des collaborateurs, puis mis en œuvre dans les lignes managériales. N'oublions pas qu'une des clés de succès de l'entreprise sur le plan des ressources humaines passe obligatoirement par un alignement managérial mesurable. La finalité consiste à savoir faire adhérer l'ensemble des collaborateurs autour d'une ambition qui fait sens parce qu'elle sert le bien commun de l'entreprise. De même, je voudrais insister sur le caractère dynamique de la notion de bien commun. Il s'agit, selon moi, d'un socle à construire et dont l'achèvement ne peut jamais être considéré comme définitif, une sorte de chantier permanent. Comme je l'ai dit précédemment, cette notion de bien commun s'incarne différemment selon les secteurs d'activité ou types d'entreprise. Pour les armées françaises, il s'agit très naturellement du service de la France, on l'a dit tout à l'heure, et de sa déclinaison, la protection de nos concitoyens en France comme à l'étranger, et sa participation à la stabilité du monde dans le respect de nos intérêts vitaux, en coalition ou non. Le groupe ADP, Aéroports de Paris, quant à lui, s'est doté en 2020 d'une raison d'être qui expose clairement ce qui rassemble le groupe et ce à quoi concourent les centaines de métiers qui composent l'expertise unique du groupe. Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports de manière responsable et à travers le monde. C'est principalement l'hospitalité que l'on doit aux passagers fréquentant les plateformes du groupe ADP. Pour le groupe Orpea, sa raison d'être est en cours d'élaboration. Il est cependant assez facile d'imaginer qu'elle pourrait se caractériser par un haut niveau d'exigence et de service au profit des personnes âgées et dépendantes et de contribuer à leur dignité et à leur qualité de vie. Un vaste programme, évidemment, pour cette entreprise qui est une belle entreprise, mais qui est extrêmement tourmentée en ce moment. On pourra en parler, évidemment, tout à l'heure pour détailler un petit peu les éléments, mais en tout cas, j'ai été passionné et très honoré d'avoir été désigné pour être DRH pendant cette crise très importante qui est loin d'être terminée, malheureusement. On peut observer un point commun pour ces trois secteurs d'activité, le service et l'importance du capital humain. Développer les talents de ses collaborateurs et de ses équipes nécessite avant tout d'être convaincu que chaque talent est une ressource naturelle dont nous avons tous été dotés. Certes de manière différente, mais tous dotés. Il se distingue de la compétence en ce qu'il est inné. Il n'y a donc pas besoin de les acquérir. Le général Pierre de Villiers, dans son dernier ouvrage paru en 2022, Paroles d'honneur, aborde ce point en insistant sur le travail sur soi à réaliser pour y parvenir, pour les développer. Je le cite, « Encore faut-il les découvrir, pas des talents, en avoir conscience, c'est la connaissance de soi. Cela passe également par une estime de soi ajustée à sa hauteur. » L'identification est bien une étape importante dans la réalisation de son plein potentiel. Il est donc nécessaire d'en prendre conscience et d'en assumer toutes les conséquences ou obligations. Pour tout chef militaire également, le développement des talents ne peut être un choix, mais bien une exigence de tous les instants, que ce soit en zone d'opération, au combat, mais aussi dans le travail quotidien, parfois ingrat, de la préparation des forces. La première des priorités est de détecter le ou les talents de chacun, quel que soit son grade, son niveau d'études ou son niveau de responsabilité envisagé. Lorsque vous êtes jeune lieutenant en responsabilité d'une trentaine de soldats, vous ne les avez pas choisis, ces soldats, ni vos sous-officiers. Ils vous sont confiés. Et il vous incombe de faire de votre unité un outil de combat puissant et cohérent. Pour cela, ce jeune officier devra avoir très rapidement une connaissance la plus fine possible de chacun, tout en prenant le temps d'analyser leurs forces et faiblesses. Cela passe souvent par des mises en situation complexes, le soldat se révélant toujours dans la difficulté, d'où l'adage bien connu, entraînement difficile car facile.
J'ai pu constater maintes fois sa véracité lors d'entraînements exigeants en haute montagne ou par grand froid. Cette saison, je vais vous livrer une petite anecdote qui m'a beaucoup structuré pour la suite de ma vie professionnelle, qui me structure encore beaucoup aujourd'hui. C'était en haute montagne, dans le massif de Haute-Tarentaise, dans le secteur de Tignes-Val d'Isère, pour ceux qui pratiquent un peu la montagne. Après un déplacement long, dans des conditions difficiles, à ski, et avant le franchissement d'un col très isolé, une plaque avant, un phénomène nivologique insidieux, déclenche une avalanche sur la quasi-totalité de la pente où nous progressions. Une dizaine de chasseurs alpins, dont 2 sous-officiers, sont ensevelis. Après un temps très court de sidération, un temps qui paraît toujours une éternité, un temps où tout se fige, un grand silence s'installe, un silence glaçant, tout est blanc, sauf quelques traces éparpillées d'une présence humaine dans la pente, un gant, un ski, un sac émergeant de la neige. Ayant eu la chance de n'avoir pas été enseveli complètement, il nous faut organiser au plus vite les recherches, sondage, pelletage, première localisation des victimes sous la neige et leur récupération. Nous avons moins de 10 minutes pour le faire. Heureusement, j'avais avec moi 3 chasseurs alpins, indemnes, au talent reconnu, je les connaissais parfaitement. Au-delà de leurs grandes compétences en haute montagne, leur talent venait de leur grand calme, de l'ascendant qu'ils avaient sur le reste du collectif et de leur énergie communicative. J'avais détecté chez eux, bien avant cette épreuve, ces talents. Et sans eux, j'en suis convaincu, nous aurions eu de nombreuses victimes. La neige est parfois très cruelle. Ainsi, en un rien de temps, chacun, sans panique, sans parler, scrutant l'avalanche, à la recherche d'un indice et avec l'aide de nos appareils de détection, se précipitait sur un camarade, dégageant une tête, puis allant vers une autre tête, etc., etc. Et en moins de 10 minutes, nous avions pu dégager l'ensemble de la section. Cette fois-ci, la chance était avec nous et la montagne surtout était clémente. Dans le rétexte qui a suivi est ressorti instantanément le talent développé par ces 3 chasseurs alpins, au service du collectif, du détachement. Ainsi, au-delà de cet exemple, forcément réducteur, la connaissance précise de chaque collaborateur, en prenant le temps d'analyser forces et faiblesses de chacun, reste un impératif majeur, mais c'était obligatoirement assez chronophage. Cela passe souvent par des mises en situation complexes, le soldat comme le collaborateur se révélant toujours dans la difficulté. Cela comprend aussi pour chacun d'accepter le verdict de ces mises en situation et pour le N+1 d'en tirer toutes les conséquences sur le plan professionnel. Le talent d'un individu n'est pas suffisant. Il faut savoir faire émerger et développer également le ou les talents du groupe, de l'équipe managériale. Sans cela, la réussite du projet est vouée à l'échec. La force réside dans l'acceptation des talents, pas dans leur rejet, disait déjà à l'époque Aristote. Je cite souvent un autre exemple, une section de combat d'appelés, une section du contingent, dans les années 80, que j'ai eu la chance et l'honneur de commander en 85 en opération au Liban. Elle était constituée à la fois d'étudiants diplômés, lillois, parisiens, lyonnais, issus essentiellement de milieux assez aisés, et de jeunes Vosgiens, Jurassiens, Savoyards, dans l'ensemble moins diplômés et mieux acclimatés aux rigueurs du milieu montagnard. 2 communautés, pas nécessairement amenées à se côtoyer sans le service national. Un autre débat. Mon objectif à l'époque était clair, créer un melting pot indispensable au bon fonctionnement de la section en dénichant les talents de chacun au profit de la collectivité et, point important, en les faisant admettre par l'ensemble des soldats de la section. La finalité était avant tout tournée vers un bien commun, celui de servir la France et, plus prosaïquement à mon niveau, la réussite opérationnelle de la section lors des missions qui nous seront confiées. Chacun à sa place, avec son ou ses talents et son expertise,
devant contribuer au succès de l'ensemble. J'en ai tiré un enseignement qui s'est révélé très précieux pour moi par la suite. Le développement des talents ne peut s'exprimer que dans un collectif et n'a de valeur ou d'utilité que s'il est tourné vers un but magnifié que l'on peut qualifier dans la grande majorité des cas de bien commun. J'ai pu le vérifier de nombreuses fois au Liban lors de patrouilles dans des villages hostiles aux forces de l'ONU et aux Français ou lors de franchissements de checkpoints très tendus tenus par la milice terroriste à l'époque, le Hezbollah, milice devenue aujourd'hui la principale force politique du pays. Jamais je n'ai douté, car j'avais à mes côtés les compétences indispensables pour agir, mais également les talents qu'il me fallait. Talent de négociateur, talent de fermeté, talent de conducteur en situation de stress, talent de leadership, talent de sang-froid dans l'action, pour ne déclencher le feu des armes qu'en cas d'ultime recours. Ne nous trompons pas, développer ces différents talents ne répond pas à une checklist d'actions à accomplir. Cela passe par une connaissance approfondie de chacun des collaborateurs, ici des soldats, mais également par l'instauration d'une confiance réciproque et enfin, de ne jamais surjouer le talent d'un individu. Cela pourrait s'avérer particulièrement dangereux pour l'individu lui-même et le collectif. Il y a donc bien une exigence de vérité à avoir avec chacun de nos collaborateurs sur ce sujet des talents. Je ne néglige pas pour autant l'importance de la compétence, de la formation, on en a un petit peu parlé hier, dans le développement des talents. Dans l'exemple cité précédemment, cette confiance dans l'autre a été acquise lors des entraînements très rudes organisés avant le départ pour tester et éprouver physiquement et psychologiquement dans son rôle, bien souvent unique, le soldat, le sous-officier au service du collectif. Il s'est agi également de mettre en exergue les limites de chacun pour ne pas les exposer dangereusement par la suite. J'aurais pu vous parler également des dernières opérations de l'armée française en Afghanistan ou encore récemment au Mali, même constat et enseignement sur l'impérieuse nécessité de développer les talents de chacun afin que chacun ait la conviction et même la certitude de jouer un rôle clé dans la bonne marche des opérations de son équipe, de son groupe, de sa section, de son bataillon. Pour ces dernières opérations, le principal talent recherché résidait dans la force de caractère et la sérénité dans l'action, quel que soit le niveau de responsabilité. Le reste est principalement affaire d'expertise et de compétences. Tout ça s'apprend. Dans ce domaine, j'ai en mémoire une prise de décision difficile que j'ai dû prendre lorsque je commandais les chasseurs alpins, juste avant un départ d'unité en Afghanistan, en annulant le départ d'un officier qui n'avait pu démontrer une force de caractère et la sérénité escomptée. Une décision difficile à prendre, mais qu'il a fallu prendre. Se connaître, connaître ses forces et surtout ses limites n'est jamais chose facile. C'est pourtant le point de départ de tout développement dans ce domaine. Ces propos me semblent facilement transposables dans le monde, dans l'entreprise. J'ai pu en être témoin, en tout cas, ces dernières années, et dans beaucoup de secteurs d'activité. Une entreprise réussie, disait Albert Einstein, est celle, je cite, qui reconnaît et accepte les talents de ses employés et leur donne la possibilité de les exploiter. Ou encore cette citation bien connue du président Kennedy, John Kennedy, « L'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs ». Cette réflexion ne peut faire abstraction, me semble-t-il, de l'évolution des modes de travail de ces dernières années et des conséquences induites plus particulièrement depuis la crise Covid. La valeur travail a évolué pour un grand nombre de salariés, pas uniquement chez les jeunes. Un pont est à reconstruire entre la valeur travail et le développement des talents chez nos collaborateurs. C'est déjà une réalité pour les DRH et les directeurs en charge du recrutement, et cela dans la quasi-totalité des secteurs d'activité. Nous faisons face à une nouvelle approche chez les demandeurs d'emploi, avec un retournement des exigences au profit du recruté et non plus du recruteur. À la question classique « Que pouvez-vous apporter à l'entreprise et son développement ?», le recruteur se trouve confronté très rapidement, dès le début du processus de recrutement, à la question « Que pouvez-vous
me proposer pour que j'accepte de venir dans votre entreprise? D'où l'importance et l'urgence pour chaque entreprise de formaliser ou reformaliser sa marque employeur, sa raison d'être, et pouvoir en finale mieux mettre en exergue la notion du bien commun de l'activité générée par l'entreprise. C'est à mon sens un point essentiel pour faire adhérer la jeune génération et pouvoir également discerner les véritables motivations, les valeurs et peut-être même le talent du futur embauché. On parle beaucoup également de rétention des talents. Il est vrai qu'un turnover très important des collaborateurs peut vite devenir très préjudiciable pour une direction et le management d'équipe. Au-delà du volet rémunération, qui cache parfois d'autres problématiques pour justifier un départ, je reste convaincu que ce qui fait rester un salarié, et en particulier un cadre, se forge autour de quelques repères. Avoir le sentiment de progresser dans sa vie professionnelle et de s'épanouir au contact des autres, avoir le sentiment de son utilité sociale et de participer à une aventure collective, avoir le sentiment d'appartenir à une communauté humaine, engagée et d'être en harmonie avec ses valeurs morales. Albert Camus ne disait pas le contraire lorsqu'il affirmait « Le travail n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il doit avoir un sens ». J'ai pu le constater à plusieurs reprises, étant arrivé à chaque fois au poste de DRH dans des périodes de restructuration profonde, de perte de repères et d'une fonction RH souvent l'objet de beaucoup de critiques. Pour terminer de manière très positive mon propos sur le management, je ne peux m'empêcher de reprendre la citation d'André Comte-Sponville. « Le management est réussi quand les salariés qui ne travaillent pas pour le plaisir prennent plaisir au travail ». Je pense que l'on pourrait reprendre une citation qui a été citée. « N'ayons pas peur d'être optimistes à l'égard de notre jeunesse en quête de sens du travail ». J'ai eu l'occasion, au travers de mon parcours, de rencontrer énormément de jeunes de tout milieu, de toute origine, et je garde beaucoup d'optimisme vis-à-vis de cette jeunesse qui est peut-être un peu perdue en ce moment, mais qui a soif de sens dans l'action. Je vous remercie de votre attention. Merci à Hervé Vatkan. Vous allez pouvoir dès à présent poser vos questions. Je vais peut-être commencer, parce que quand je vous écoute, vous dites qu'il est simple de transposer les méthodes que vous avez appliquées au sein de l'armée française ou à des entreprises privées comme ADP ou Orpea. L'armée française est quand même un corps particulier où on peut pousser notamment ces hommes jusqu'à leurs limites. C'est aussi le but des entraînements que vous leur faites faire pour savoir justement en situation de crise s'ils seront capables de tenir le coup. On ne peut pas faire ça au sein d'une entreprise privée. On ne peut pas les pousser comme ça jusqu'à des situations extrêmement dangereuses. Alors pourquoi dites-vous que c'est simple du coup de transposer vos méthodes de l'un à l'autre? D'abord, je pense, c'est un état d'esprit. Ce que je dis souvent, alors je vais changer un tout petit peu, ce que je dis souvent quand on arrive quelque part, il y a trois, et quand on est dirigeant ou en charge de responsabilité, il y a 3 points. Écouter, embarquer et donner une vision. Si vous avez ça en tête, c'est ce que je donne toujours à mes collaborateurs, vous allez réussir à embarquer tout le monde. C'est vrai dans l'armée, c'est vrai à l'extérieur. Ne pas croire que l'armée, c'est garde à vous 4 et vous ferez ce qu'on vous dira de faire. Comme je dis souvent aussi, il n'y a pas plus indiscipliné qu'un militaire, sauf en opération, bien sûr, sauf au combat. Mais dans la vie de tous les jours, il y a énormément d'échanges, et j'ai pu le constater par rapport au monde privé. Il y a plus de liberté d'expression. Personne ne va me croire, mais en tout cas, je l'ai vécu. Dans beaucoup de domaines, il y a plus de liberté d'expression que dans la vie de l'entreprise. J'ai vécu dans 2 entreprises très différentes, mais je pense chacun peut se retrouver aussi. Dans l'armée, on débat, mais à un moment donné, on décide. Mais la décision, en tout cas un mauvais chef, c'est celui qui prend une décision sans avoir eu le temps de débattre ou de discuter ou d'écouter simplement ses subordonnés. Alors de temps en temps, au combat, on a
il n'y a pas le temps. Mais aujourd'hui, une grande révolution par rapport à ce que j'ai connu en jeune lieutenant dans les années 80. C'est des enseignements très liés aux opérations américaines, essentiellement. C'est la préparation avant l'opération, où là, effectivement, on trace plusieurs scénarios, on débat sur les scénarios, sur les actions à mener. La réalité ne se passe jamais comme on l'a préparé, bien évidemment, mais ça s'appelle les cas complexes ou les cas hors normes. Et tout ça permet de réfléchir, mais ensemble, pour agir. Et dans l'action, après, les ordres claquent, mais tout le monde a réfléchi ensemble à la mission. Et ça permet de faire adhérer beaucoup plus de gens. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais... Oui, Bernard Vivier. Philippe Diribarne, vous nous avez dit en France combien l'exercice d'un métier définit très fort, plus probablement que dans d'autres pays, ce que nous sommes et combien exercer une position inférieure à celle que l'on occupait peut être ressenti comme un grand déclassement, un honneur blessé, et pas uniquement pour les contrôleurs de chemin de fer. Hervé Watkan, vous nous avez dit combien développer les talents, c'était un des éléments importants de votre exposé, c'est mettre la personne debout, c'est faire vivre la force du collectif, c'est organiser l'entreprise en vue du bien commun. Tout ceci, vos deux propos donnent le sentiment que notre société, notre entreprise est un lieu de recherche d'inclusion. On dit parfois l'entreprise inclusive, la société inclusive. Et pourtant, nous vivons des moments de rupture. Vivre un licenciement, c'est très souvent vécu comme un effacement de soi-même, une inutilité imposée. Et je voudrais vous poser la question sur une autre inutilité qui n'est pas imposée, mais qui est inéluctable et attendue, et d'actualité, donc c'est le départ en retraite. Partir en retraite, c'est effectivement organiser sa propre inutilité, avec un terme dont on ne connaît pas la date, mais dont on sait l'issue certaine. Bien. Deux questions à l'un et à l'autre. Dans cette société, Philippe Diribarne, pourquoi le taux d'activité des seniors dans notre pays est si faible? Les 60-64 ans en France sont occupés à 33%. 33% des 60-64 ans sont au travail. Au Japon, en Suède, c'est 70%. Éclairez-nous, avec votre belle connaissance que vous avez du monde, des différents pays, sur cette situation. Et puis, pour Hervé Watkan, également, mais quelles actions sont menées ou peuvent être menées? Éclairez donc nos dirigeants et nos dirigeants d'entreprise avant les dirigeants du pays, pour savoir quelles actions mener pour que l'utilité, la fierté d'exister dans l'entreprise, l'attachement à la valeur travail soit mené jusqu'au bout de la vie professionnelle. Quelles expériences avez-vous pu vivre? Oui, alors, un point important. Dans le Japon est spécialement frappant comme contre-exemple de la France. Au Japon, il paraît normal que quelqu'un qui a passé son pic d'activité se voit trouver des activités moins exigeantes avec des rémunérations moins élevées. Et qu'au fond, que le fait d'avoir une adaptation continue, à la fois en montant et en descendant, paraît quelque chose de normal. En France, Montesquieu l'a bien dit, c'est qu'il est intolérable d'être rabaissé à un niveau inférieur à celui qu'on a occupé à un moment donné. Donc, cette trajectoire consistant, après avoir monté, de redescendre, est quelque chose qui est extrêmement mal vécu. Et de toute façon, on voit, moi j'ai été frappé par des propos syndicaux, disons, y compris de syndicats plutôt jugés comme réformistes, disant il est faux que la capacité de performance diminue avec l'âge à partir d'un certain niveau. C'est du reste très frappant de voir